This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Ah, celle-ci aussi, j'ai trop envie de vous la raconter, cette histoire. C'est Lulu, ma copine d'enfance, qui m'a dit et qui m'a donné l'idée de raconter ça en podcast. Et j'ai trouvé ça l'idée géniale, de raconter toutes les monitrices d'équitation que j'ai eues depuis toute petite jusqu'à adulte. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Donc c'est parti pour un nouveau podcast. C'est Steph de Ponycorn. Alors les monitrices et moniteurs d'équitation que j'ai eus tout au long de ma vie. Déjà, j'ai commencé l'équitation, j'avais 7-8 ans. J'ai commencé à monter à poney dans un centre équestre à côté de chez moi. Je me rappelle pas très bien de cette période parce que j'en ai fait très peu, parce que je suis très vite tombée et je me suis fait peur. Et du coup, j'ai arrêté, je crois que j'ai même pas fait 1 an d'équitation. Et il me semble, de mes souvenirs, mais vraiment très vagues, que c'était 2 jeunes filles qui me faisaient monter à poney. Je me souviens qu'il y avait un poney qui s'appelait Tony, qui était pie alezan, et je voulais trop le monter, et à chaque fois elle me disait « Ah non, un Tony, tu peux pas le monter ». Et moi je montais toujours un poney noir qui était tout mignon, mais je me rappelle absolument pas du tout son nom, malheureusement. Bref, donc ça c'est théoriquement mes premières monitrices d'équitation. J'ai une photo à l'âge de 3 ans ou 4 ans, où mon papa tient un poney et me fait faire une balade à poney, donc ça doit être les premières fois que j'ai monté à poney. Mais c'était dans un parc d'attractions, enfin bref, rien à voir avec des cours d'équitation. Donc j'ai arrêté l'équitation pendant quelques années et j'ai repris quand j'avais 15 ans. Et ma première vraie monitrice, elle s'appelle Sylvie. Et j'ai un super souvenir de Sylvie, mais vraiment, elle était adorable. C'était une nana qui était, enfin je dis c'était, elle est toujours vivante, hein, et je l'ai revue il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une nana qui est un peu brute de décoffrage, mais qui est gentille, c'est un nounours. Et franchement, elle était super, moi j'adorais ses cours. Elle m'a vraiment donné goût à l'équitation. Elle était vraiment dans le bien-être des chevaux, elle faisait attention. Enfin vraiment, moi je me souviens que elle parlait beaucoup du cheval. Attention, donne pas trop des coups de talon, fais attention comment tu t'assois dans ta selle quand tu fais du trop enlevé, etc. Elle faisait vraiment attention au cheval. Et j'ai des très très bons souvenirs d'elle. J'ai dû la voir pendant 1 ou 2 ans, mon galop 1 et 2. Et après, à partir du galop 3, j'ai eu une autre monitrice qui s'appelait Rachel et que je détestais au plus haut point. Enfin, je ne l'ai pas détestée tout de suite, hein. Elle avait une réputation d'être très dure. Donc j'avais très peur d'aller dans son cours avant d'y aller. Et ça s'est très très vite, comment dirais-je, confirmé qu'elle était extrêmement dure et au passage extrêmement con, hein, faut le dire, parce que ça n'avait ni queue ni tête ces cours. C'était une nana qui était très équitation à l'ancienne. Vous savez, les vieux moniteurs, en même temps, j'allais dire qu'il dit à 20 ans, mais c'est ça. Elle te hurlait dessus à longueur de journée en te disant que t'étais une merde. Quand on faisait nos stages de galop, je me rappelle, nos stages de galop, pour elle, elle estimait qu'il fallait faire 3, 4, 5 stages de galop avant d'avoir son galop parce que sinon on était des grosses merdes. Sauf que tu payais 300 balles ton stage, donc en gros il fallait être riche pour valider un galop. Et clairement, franchement, il y avait donc ça d'un côté et de l'autre elle avait ses chouchoutes, où ses chouchoutes elles avaient déjà galop 7 en 3 ans. J'exagère bien entendu, mais c'était ça quoi. Et c'était beaucoup de discrimination, enfin moi je me souviens qu'elle m'ait dit... elle me faisait sauter un obstacle avec... c'était un cheval de trait à l'époque et c'était la première fois qu'il sautait. J'avais galop 3, j'avais même pas galop 4. Et je me rappelle qu'elle me faisait venir sur le petit vertical et que le cheval s'arrêtait, je tombais. Elle m'a fait venir sans exagérer au moins 5 ou 6 fois, ou 5 ou 6 fois je me suis cassé la gueule. Et je pleurais. Et au bout d'un moment, je lui ai demandé d'arrêter. Elle m'a dit « T'arrêteras pas tant que tu passeras pas l'obstacle ».
Et j'ai choisi de descendre et de rentrer. Je me souviens, je lui ai dit: «J'arrête, j'ai peur». Et de colère, elle me hurlait dessus en me disant de toute façon que je n'arriverais jamais à rien dans le cheval, qu'il fallait que j'arrête, que j'étais une incapable, une incompétente. Elle m'en avait foutu plein la gueule. Et ça me fait rire aujourd'hui parce que je suis masseuse équine, je suis professionnelle du monde équin. J'ai une équitation qui me correspond, éthique. J'ai rencontré, j'ai eu la chance d'être formée, par les meilleurs, hein. Moi, j'estime qu'Andy Booth, c'est un des meilleurs hommes de cheval au monde. Et cette nana, elle en est toujours à faire des concours amateurs, à casser la bouche de son cheval, à rien comprendre et toujours aussi con, quoi. Comme quoi, faut jamais écouter, en fait, des gens comme ça quand t'es jeune, qui te foutent des bâtons dans les roues ou qui te rabaissent, hein, parce que franchement, souvent, ce sont des gens qui ont des problèmes avec eux-mêmes, qui n'ont pas confiance en eux ou qui sont mal dans leur peau. Et cette nana, clairement, c'était ça. Elle était mal dans sa peau. Je pense qu'elle est toujours mal dans sa peau. J'ai eu l'occasion de la recroiser quelques fois en concours et ailleurs. Et on voit bien qu'elle a un problème. C'est une nana qui change d'écurie comme de chemise pour mettre son cheval en pension, parce qu'elle est plus ou moins plus du tout monitrice. Bref, et donc je l'ai eu quelques années. Hein. Je l'ai eu quelques années, je crois que je l'ai eu 2-3 ans. Franchement, j'avais la boule au ventre avant d'aller dans mes cours d'équitation. Et clairement, il était question que j'arrête à un moment donné. Karma, magie, elle s'est fait virer. Elle s'est fait virer du centre équestre où j'étais, après que de nombreux gamins et parents se soient plaints. Et notamment, moi je me rappelle, donc j'avais fait un stage de galop, galop 3 à l'époque, avec elle, où elle avait donné le galop à tout le monde, parce que c'était un stage où il n'y avait que ses chouchoutes. Elle avait donné le galop 3 à toutes les gamines, et moi elle m'avait dit: toi je te le donnerai pas parce que tu mérites pas, puis je t'aime pas. Elle m'avait sorti un truc comme ça, enfin je sais pas, imaginez la violence. J'avais 16 ans, je crois que j'avais 16 ans, 16, ouais, pas plus de 16 ans. Imaginez la violence d'une adolescente de 16 ans qui est mal dans sa peau, parce que toute nana à 16 ans, en général, on est un peu en crise d'adolescence, hein. Et là, la nana, elle me dit: toi, t'es la seule de tout le groupe de Galop 3 qui l'aura pas, parce que je t'aime pas, puis parce que tu mérites pas, puis j'étais dans le collimateur, quoi. C'était vraiment ça. Je suis rentrée en pleurant. Enfin, c'était très très dur, hein, les cours d'équitation. Franchement, j'étais vraiment passionnée par l'animal, hein, parce que l'équitation en soi, ça me passionnait pas, hein. Et en fait, ce sont les gérants du centre équestre. Le week-end d'après, je me rappelle, j'étais en concours, puisque j'avais le droit de faire des petits concours non officiels avec une petite ponette qui s'appelait Vague. Elle était super mignonne, je m'entendais très bien avec cette ponette. Et j'avais fait le concours où j'étais sortie sans faute. J'avais oublié mon numéro 1, j'avais fait une volte, et puis j'avais fait mon parcours après sans faute. Mon numéro 1 ou mon numéro 8, je sais plus. J'avais oublié un obstacle, j'avais dû faire une volte, et puis j'avais fini sans faute, en montant apparemment correctement, puisque j'avais eu les gérants du centre équestre, Marie-Aimée et Jean-Maurice, je me rappelle, qui étaient adorables, et qui étaient venus me voir pour me féliciter, et que ils comprenaient pas pourquoi j'avais pas eu mon galop 3. Et ils me posent des questions, ils me disent: Stéphanie, on comprend pas parce que Rachel nous a dit que tu n'avais pas du tout le niveau, que t'avais vraiment de grosses lacunes, et nous, ce qu'on a vu aujourd'hui, on estime quand même, depuis le temps qu'on est gérant de centre équestre, ils venaient juste de racheter en fait ce centre équestre, donc ça faisait quelques mois qu'ils étaient là, à Sauveterre notamment, ça s'appelait Centre équestre de Sauveterre, et ce centre équestre, donc ils venaient de le racheter quelques mois auparavant. Et en fait, ils me disent: avec l'expérience qu'on a des centres équestres, qu'ils en avaient un avant, pour nous, tu as le galop 3, il n'y a pas de souci. De ce qu'on a vu aujourd'hui, tu as le galop 3. Donc, on va parler à Rachel. Et là, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas fait? Ils parlent à Rachel. Elle a cru que j'avais été caftée, alors que j'ai jamais été caftée. En fait, c'est eux qui m'avaient posé la question, et puis moi, je leur raconte que oui, effectivement, Rachel m'a dit que j'avais pas le niveau, mais bon, que je respectais. Si elle me disait ça, c'est que probablement elle avait raison. Ah, j'ai 16 ans, hein, les gars, hein. Moi, une adulte me dit que je suis une merde, je la crois, hein. Et je pense qu'eux, ils en ont eu ras-le-bol de se dire: putain, mais c'est pas la première gamine qui est fou plus bactère, ras le cul de la Rachel. Et donc, il la dégomme, et après, elle vient me dégommer. Et elle me dit: je te promets que je vais te faire vivre un enfer. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, quand j'allais dans les cours d'équitation, que je parlais plus. Et en fait, ça a duré quelques mois, parce qu'après, elle s'est fait virer. Et ça a duré quelques mois où, en fait, je n'arrivais pas à parler. J'arrivais dans mon cours d'équitation et je parlais à personne.
je disais rien. Il n'y avait aucun son qui sortait de ma bouche, tellement j'avais peur et tellement j'étais stressée. Et en fait, elle me terrorisait, cette meuf. Donc je faisais mon cours, je regardais par terre, je la regardais jamais en face. Et elle, en fait, elle me parlait pas non plus. Donc en fait, je faisais mon cours. Je savais pas si je faisais truc bien ou truc mal, puisqu'en fait, elle faisait comme si j'existais pas. Et moi, ça m'allait très bien, hein. Je préférais qu'elle m'ignore plutôt qu'elle m'en foute plein la gueule comme elle faisait avant. Et bref, elle se fait virer. Et là, franchement, je me rappellerai toujours le jour où le cours, elle nous dit: «Bon, venez, les enfants, faut que je vous parle, j'ai quelque chose de grave à vous dire». Et là, elle dit: «Bah, je dois m'en aller». Et là, je me rappelle que 3-4 gosses dans le cours se mettent à chialer, mais pleurer quoi. Et c'était ses chouchoutes, mais qui étaient, au passage, c'était des copines, enfin on s'entendait très bien, et je vois encore certaines, de mes copines de poney de l'époque, encore aujourd'hui, et ça je trouve ça génial. Mais ces trois copines, elles adoraient, Rachel, et elles se mettaient à chialer comme des madeleines, et moi je me rappelle, mais limite que c'est le plus beau jour d'équitation de ma vie. Je me dis à ce moment-là: «Putain, je vais pouvoir continuer de monter à cheval, de pratiquer ma passion sans cette grosse conne, quoi». Et là, pour moi, c'est une révélation. Et on a donc un nouveau moniteur, un homme qui s'appelle, Franck. Et Franck, il est adorable, c'est un mec patient, il y a jamais un mot plus haut que l'autre, et surtout, il met tout le monde sur, la même ligne, quoi. Je veux dire, il met personne sur un piédestal, c'est tout le monde au même niveau, il prend soin de chaque personne, il écoute chacune de nous, et il a une patience d'or. Et là, moi, je redécouvre complètement l'équitation avec lui. J'ai plus peur, je me mets à devenir une pipelette, je parle, enfin comme je suis aujourd'hui, je parle avec tout le monde, du coup je me fais de plus en plus de copines et tout ça, et je passe mon galop 4, alors je repasse mon galop 3, je l'ai, je passe mon galop 4, je passe mon galop 5, et cetera. Et Franck, en fait, on se suit, plusieurs années, jusqu'au moment où, je me rappelle, je dois avoir mon galop 5, ouais, 5-6. Et comment dirais-je? J'ai 17-18 ans, c'était non, même pas 17-18 ans, j'ai 18-19 ans, et bah, c'est l'âge où je commence à me dire: «Bah, j'aimerais bien avoir mon cheval». Je suis assez précoce, hein, je pars de chez mes parents, j'ai 17 ans et demi, et très vite je deviens autonome. Je travaille le week-end et le mercredi quand j'ai pas cours, et les soirs, après mes cours, et ce qui fait que j'ai de l'argent de poche pour me payer mes études, et surtout pour mettre de côté pour m'acheter mon premier cheval. Chose que je fais très jeune, hein, je crois que je le fais, j'ai 18-19 ans, et j'achète Gitan. Donc j'ai fait un podcast sur Gitan, mon premier cheval, si vous voulez aller écouter ça. Et j'ai pas très bien la notion du temps, hein, ça se trouve je me gourde d'une année, mais il me semble que j'ai entre 18 et 19 ans quand j'achète Gitan. Avec mon premier salaire, je me rappelle mon premier gros salaire, du McDo. Et du coup, je pars en pension chez Stéphanie, et Franck, il a ses chevaux en pension aussi. Donc Franck me fait pas cours à l'époque, mais c'est Stéphanie qui me fait cours, Fanny, comme on l'appelle. Et Fanny, bah pareil, elle me fait, découvrir, une autre facette de l'équitation. J'aime beaucoup ses cours, c'est quelqu'un de très patient, et surtout qui me donne goût au concours complet, au cross, au saut, au dressage, à plein de choses que bah, sauveterre, je connaissais pas puisque j'avais pas un gros niveau. Et surtout, elle prend, le temps de faire des cours adaptés à mon cheval qui est un trotteur et qui a beaucoup de mal à galoper, et avec qui il faut beaucoup de patience. Et je garde Fanny pendant mais hyper longtemps, quoi. Je garde Fanny, pendant, des années et des années. Je me rappelle pas, mais je crois que je reste presque 10 ans, hein, chez elle. Ah, peut-être j'exagère, mais peut-être, 6-7 ans, quoi. À 25-26 ans, je crois que je me barre de chez elle, parce que, j'achète Paloma, ma jument, et j'ai donc 2 chevaux, et je peux plus payer, 2 pensions, pré-box. Donc je me trouve un pré à côté de chez moi, et je deviens autonome avec mes 2 chevaux au pré, que je loue une bouchée de pain à un agriculteur, et auquel cas, bah, je me retrouve en cavalière autonome, en propriétaire de chevaux autonome. Et je décide donc de prendre des cours, chez un cavalier professionnel, qui est juste à côté de mon pré, et qui est, un des meilleurs cavaliers de la région, et qui est très gentil, qui s'appelle Thierry. Et Thierry, je lui prends quelques cours, particuliers. Et Thierry, c'est un très très bon cavalier, à l'époque, de CSO, des haras nationaux, où il sort, tous les jeunes chevaux en CSO. Bref, c'est un peu la star, cavalier de la région, quoi. Et moi qui adore le CSO, je suis trop contente de pouvoir prendre quelques cours particuliers avec lui.
Et c'est plutôt fructueux puisque grâce à ses cours et ma jument qui est exceptionnelle, Paloma, j'arrive à monter en CSO jusqu'en Grand Prix 115 et où je fais pas des trucs dégueux et je suis plutôt contente, c'est le plus gros niveau que j'ai atteint en CSO. Et donc par la suite, après, Paloma décédera malheureusement, il faudrait que je vous raconte ça dans un podcast. Et j'achète donc une autre jument qui s'appelle Whitney. Et Whitney, je la mets en pension, donc d'abord dans une première écurie où je suis un peu autonome et je prends vite fait des cours avec la gérante qui s'appelle Sandrine, mais je vois que je stagne un peu, donc pareil, Sandrine, elle est adorable, hein, mais elle est plutôt axée dressage que CSO. Et elle me dit clairement qu'elle n'a pas un gros niveau et que voilà, hein, elle m'emmènera pas très haut dans le CSO. Enfin bref, elle est très franche avec moi, donc je trouve ça cool. Et surtout, elle voit pas la problématique que j'ai avec ma jument qui n'est pas comme Paloma et qui a Whitney probablement des problèmes de santé et notamment qui a un psychique et un mental très sensible et auquel cas l'obstacle c'est un peu compliqué. Et du coup, je décide d'aller chez Benjamin. Et Benjamin, c'est un cavalier pareil de CSO qui a un bon niveau, un bon cavalier. Et il m'apprend plein de choses. Il m'apprend beaucoup de techniques, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je suis en train de vous raconter, mais j'ai eu Paloma chez Benjamin. Donc je confonds tout parce que j'ai été chez Sandrine après Benjamin. Donc Paloma et Gitan, je me rappelle que je n'ai plus le pré, l'agriculteur, rembobinage. L'agriculteur qui me loue le pré, à un moment donné, me demande de partir parce que il veut récupérer le pré pour son fils. Donc je pars et j'arrive en pension chez Benjamin où je mets Gitan en pension pré pour sa retraite et Paloma, je prends une pension boxe. Ce que j'aime pas trop chez Benjamin, c'est que justement les chevaux restent en boxe et du coup je passe beaucoup de temps avec ma jument à la mettre au pré, etc. Au début il me la met au pré, machin, puis très vite il me dit ouais ça me saoule, machin. Donc j'essaye de la faire sortir un maximum mais elle passe quasiment tout son temps au boxe et aujourd'hui je m'en veux énormément et elle a fait une colique et elle en est morte et je sais que c'est à cause du fait qu'elle ne sortait pas assez. Et aujourd'hui, je suis très très malheureuse de ça parce que je me dis si j'avais eu les connaissances que j'ai aujourd'hui, bon, bref, je vous raconterai ça dans un podcast, mais j'ai donc Benjamin comme moniteur et Benjamin, il m'apprend, outre beaucoup de choses de chez Benjamin que je n'aime pas, dont son comportement avec les chevaux qui, pour moi, on n'est pas du tout d'accord, vraiment, mais c'est quelqu'un de gentil avec ses élèves et de patient. Et notamment, moi, il est très patient avec moi et il m'apprend beaucoup de choses techniques sur le CSO. Et grâce à lui, j'arrive à progresser et à commencer à sauter quelques, entre guillemets, grosses barres. Et ma jument Paloma, elle a beaucoup de force. Donc franchement, c'est un plaisir et j'arrive à la maison à enchaîner 130. Bon, en concours, on n'y est pas, mais je commence à faire des sans faute en 110. Je commence vraiment à gagner quelques petits trucs et tout. Il me fait vraiment progresser à mon niveau. Et mais bon, Paloma décède, on n'est plus trop d'accord avec Benjamin. Whitney, ça se passe pas bien parce que lui, il est un petit peu braque avec les chevaux et auquel cas Whitney, elle est tellement sensible. Paloma, elle était très froide, donc voilà. Mais Whitney, ce qui n'est pas une raison. Mais Whitney, elle est tellement sensible qu'elle pète, enfin, c'est une horreur. Et je décide de partir et donc d'aller chez Sandrine. Et Sandrine me dit, bah non, moi j'ai pas trop le niveau pour te donner des cours comme tu avais auparavant, donc je vais t'aider, mais plutôt axé dressage. Et je me retrouve un peu seule. Et ça va pas. Et du coup, je me sépare dans ma vie perso à l'époque. Et je décide donc de partir ailleurs. Et je vais chez François. François, qui est en fait un oncle à mon petit ami de l'époque. Enfin non, pas un oncle. C'est un oncle à un copain de mon petit ami de l'époque. De Fred, que je vous ai raconté en podcast. Et du coup, c'est un ami d'enfance. Enfin... Son neveu, en fait, je le connais, c'est un ami d'enfance, c'est l'oncle de Jarod, si vous voulez faire le rapprochement avec le podcast de J'ai 14 ans et je vis mon premier amour. Donc c'est l'oncle de Jarod et on reste un peu en famille, quoi. Et François, il est pareil, axé CSO, c'est un bon cavalier et il est surtout très gentil avec les chevaux. Et il s'occupe très bien des chevaux. Et même si chez lui, il n'y a pas beaucoup de place, c'est pas des prés, mais c'est déjà des paddocks et ça change de chez Benjamin, où au moins mes chevaux peuvent aller toute la journée dehors et marcher tranquillement et se balader dans leur paddock. C'est mieux que rien, enfin c'est mieux juste auparavant. Enfin bref, ils ont plein de trucs que finalement chez Benjamin c'était un peu plus compliqué.
Et François, il est très patient avec les chevaux, très gentil et très sympa avec nous aussi. Et il n'est pas moniteur, mais il nous donne des conseils et il nous accompagne en concours et on se trouve une petite équipe de concours et je m'éclate. Et donc, Whitney, ça se passe un petit peu pas terrible, et ça aussi je vous expliquerai en podcast. Et je décide donc de la vendre pour acheter Zozo, et que j'ai toujours bien sûr Zozo. Et je partirai de chez François après quelques années chez lui pour avoir mes chevaux à la maison. À l'époque, donc, je me marie et j'achète une maison, une propriété équestre où je peux avoir mes chevaux chez moi. Et donc, j'ai Zozo chez moi et je prends... au début, je suis un peu seule, je prends pas de cours. Et après, je prends des cours avec Candice. Candice, qui est une monitrice que je croise souvent sur les terrains de concours et qui est une monitrice accès complet, qui est à fond dans le bien-être équin. Et elle vient me donner des cours chez moi. Et franchement, Candice, je m'entends trop bien avec elle. Elle est dans le bien-être du cheval, donc on se comprend à fond. Et surtout, j'ai des résultats. Je commence à faire vraiment des sans faute. Elle est à l'écoute de mon cheval parce qu'il a des soucis de santé, donc on fait toujours hyper attention à lui. S'il va pas bien, on saute pas. Sinon, enfin bref, c'est toujours génial. Et je la garde plusieurs années comme ça, jusqu'à la retraite de Zozo en CSO. Et du coup, aujourd'hui, Zozo, je le monte plus, ou presque plus. Peut-être je fais une petite balade de temps en temps quand il se sent en forme, vous voyez. Et aujourd'hui, je vois toujours Candice, mais je prends plus de cours avec elle. Mais je pense que je reprendrai quand Mimi et moi, on sera prêtes. Et aujourd'hui, je prends des cours en visio avec Nadia. Donc c'est Nadia, la bras droit d'Andy Booth, qui me fait des cours en visio pour l'éducation de ma jument et mon éducation à moi également. Et voilà, et c'est vrai que c'est trop bien d'avoir eu tout un tas de moniteurs et de monitrices comme ça pour finir aujourd'hui avec Andy. Enfin, j'ai fait des stages chez Andy, j'ai passé mon step 1, mon step 2, je suis en cours. Et c'est Andy et Nadia qui aujourd'hui, entre guillemets, me font des cours de chevaux. Et c'est trop bien d'avoir évolué comme ça, d'être partie de rien. D'être tombée à poney, d'avoir eu peur, puis de ne pas avoir lâché. Et puis aujourd'hui, de continuer d'éduquer ma jument. Et c'est moi qui l'ai débourrée, qui l'ai éduquée depuis ces 3 mois. Enfin, je l'ai connue à 3 mois. Elle est arrivée à la maison à 6 mois. Et c'est moi qui l'ai éduquée depuis son plus jeune âge, en fait, et qui l'ai débourrée, tout ça. Donc, petite fierté. Et ce podcast, en fait, il est un peu là pour dire que si vous avez des moniteurs qui vous disent des saloperies, eh bien, faut pas les croire, en fait. Faut croire ce que vous avez au fond de vous. C'est-à-dire que si vous êtes passionné, et même si vous êtes nul, on s'en fout, en fait. De toute façon, qu'est-ce que ça veut dire être nul? En fait, c'est propre cadre de référence à chacun. Si t'es nul pour quelqu'un, t'es pas nul pour quelqu'un d'autre, en fait. C'est ça que je veux dire. Et du moment que tu prends plaisir et que tu t'éclates dans ta passion, eh ben fonce, en fait, fonce. Et l'équitation, pour moi, c'est une relation avec l'animal avant tout, un partenariat avec l'animal, et c'est pas une performance en soi. Enfin, moi, je la vois pas comme ça. Donc, si vous ressentez ça aussi, eh ben, faites-vous plaisir et passez du temps avec cet animal qui est extraordinaire, même si c'est pas monté, c'est juste à pied, même si c'est juste à le brosser, c'est déjà une super relation, et je suis la première à le faire, à passer des heures à brosser mes chevaux, et je trouve ça trop cool. C'était Steph de Ponycorn et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle histoire, un nouveau podcast. Salut!